Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur Ultimate Admiral Dreadnought, un jeu de bataille navale, un jeu de cuirassé, un jeu de gros canons. Alors il a été fait par un petit studio dont je ne me souviens pas du nom, mais en gros, pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de Total War Rome 2 version maritime. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se joue sur une grande carte au tour par tour, avec des batailles navales qui sont, elles, en temps réel. Et c'est assez sympa à jouer. Voilà, donc pour vous le présenter, je vais lancer une campagne. Voilà. Au niveau des pays, donc vous avez plusieurs pays que vous pouvez jouer dans cette campagne. Donc il y a la Russie, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, le Japon, l'Espagne, la Chine, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont les puissances principales de l'époque qui sont disponibles dans le jeu. Nous allons prendre le Japon. Je vous expliquerai pourquoi après, une fois que nous serons sur la carte, vous pouvez donc commencer la partie, donc soit à la fin du 19e siècle, en 1890, je crois qu'on peut monter jusqu'à, ouais c'est ça, 1940. Globalement, qu'est-ce que ça change? Ça change donc, bien entendu, à quoi ressemble la carte au début de la partie, les technologies en cours, les technologies disponibles, etc. etc. et les tactiques de combat, les économies qui seront un petit peu différentes aussi. À savoir que le jeu est un bac à sable, c'est-à-dire que vous lancez une partie, la carte ressemble globalement à la réalité de 1890, mais après, à partir de là, les alliances vont se faire et se défaire. Vous aurez des guerres dans tous les sens et ça n'aura pas forcément de rapport avec la réalité. Voilà, en termes de difficulté, on va partir en légendaire. Apparemment, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué au jeu, mais il y a eu de grosses mises à jour dernièrement. Et apparemment, ils ont bien amélioré le truc, donc on va se lancer directement en difficulté légendaire. On verra bien ce que ça donne, ça se trouve je vais me faire éclater. Mais c'est pas grave, on est là pour ça, on est là pour s'amuser. Bon, après il y a tout un tas de petits paramètres, ça je vais mettre en fast. En gros, c'est la vitesse à laquelle les marines de l'intelligence artificielle sont produites, puisqu'il va falloir designer ces bateaux, etc. etc. Et donc là, bon, pour que ça aille vite pour le jeu, je me mets tout en fast, enfin au plus rapide, parce que sinon les temps de chargement sont vraiment assez longs. Et vu que c'est un jeu au tour par tour, j'ai pas envie que ça prenne 3 plombes. Donc, on reste en historique au niveau des tactiques, la flotte, on va créer la nôtre, et l'IA a la capacité de partager des designs de navires, et ainsi de suite. On peut choisir manière sélective tout le temps, ou jamais, on le fait de manière sélective. On va commencer la campagne. Alors, tac, j'avais commencé 2-3 petits trucs avant pour tester. Hop, on part là-dessus. Donc vous allez voir, il y a une grande carte un petit peu à la Shoei 4. Alors après c'est un petit studio, donc bon, au niveau des graphismes et tout, c'est pas voilà, c'est pas aussi joli. Et ensuite les batailles sont en temps réel, donc on est en pleine mer avec nos navires. Ça c'est sympa parce que vu que c'est nous qui les designons, on les reconnaît de loin, on a nos escadrilles de cuirassés, etc. etc. C'est plutôt sympathique à jouer. Je peux vous dire que là, il charge quand même assez vite pour un début de partie. Avant, c'était vraiment, vous alliez vous servir votre café et vous aviez le temps. Ok, donc, voilà comment se présente la map. Alors, donc je vais faire un petit tour à l'époque. Donc voilà, on est en 1890, donc l'Autriche-Hongrie, bam bam, la France, l'Espagne. Les colonies ont déjà commencé à partir de 1810, 1820, je crois, 1830. Les premières colonies, donc l'Espagne a encore tout un tas de territoires, dont Cuba, et les Philippines. Les Allemands aussi ont des territoires, etc., etc. On voit une Chine lourde et puissante, c'est l'Empire russe. Voilà, nous sommes en 1890. Alors pourquoi j'ai pris le Japon? J'ai pris le Japon pour une raison qui est simple, c'est que l'idée est de dominer toute l'Asie. Donc ça veut dire qu'il va falloir entrer en guerre contre les Russes, contre les Chinois, contre les Français,
contre les Espagnols, contre les Allemands et les Anglais. Ce qui veut dire qu'il va falloir entrer en guerre contre pratiquement tout le monde, et peut-être même les Américains, en fonction de si ils font leur guerre avec l'Espagne avant que nous attaquions nous-mêmes l'Espagne. Donc, et en plus de ça, le Japon, à cette époque-là, est un pays qui n'est pas industrialisé, enfin, ou très peu, qui est que très peu développé sur un plan technologique, ce qui fait qu'on est quand même en retard. Je vais vous montrer ça après. Ce qui fait que non seulement le Japon est un petit pays, mais en plus de ça, je compte vraiment faire beaucoup de guerres. Vu que c'est un jeu bac à sable, l'idée est de faire des batailles navales au maximum. Du coup, excusez-moi. Donc voilà, donc dans ce jeu on va pouvoir faire plusieurs choses, dont de la politique. Donc là c'est un onglet en fait qui fait un résumé politique et économique des pays qui sont disponibles en jeu dans la partie. Donc voilà, hein, il y a tous les grands pays et vous avez toutes les informations sur chaque pays, donc des informations génériques, les informations financières, des informations liées à la marine, les relations que chaque pays a avec les autres pays, leurs alliés, pour le moment ils n'en ont pas, enfin personne n'a d'alliés d'ailleurs pour le moment, ouais, personne n'a d'alliés mineurs, et ensuite quelques actions qui sont soit des actions que vous faites en tant que chef de la marine, soit des actions que vous demandez à votre gouvernement de faire, qui sont liées globalement à la politique étrangère dans le pays, et ensuite vous aurez tout un tas d'events liés à la politique nationale. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à ce que je disais tout à l'heure, concernant les finances des pays, donc le GDP, c'est en gros le PIB, pour faire très simple. Donc nous, on est à 6 milliards de PIB, les États-Unis sont à 15, l'Espagne à 12, l'Italie à 18, les Russes à 16, les Austro-Hongrois à 17, la France à 31, la Chine à 16, l'Allemagne à 27 et les Anglais à 48. Voilà, donc autant vous dire que nous sommes très bas, nous sommes une toute petite marine. Pour le moment, on n'a pas de bateau parce que la partie n'est pas encore commencée, je vais les créer de suite avec vous. Niveau relations diplomatiques, donc on s'entend pas très bien avec la Russie, ça va de -100 à +100. À +100, vous pouvez créer une alliance, à -100, vous faites la guerre. Aussi simple que ça. Excusez-moi encore une fois. Et nous sommes aussi dans une relation compliquée avec notre voisin chinois. Donc je pense que ce seront nos deux premiers adversaires sur un plan maritime, et enfin sur un plan de la guerre. Et nous verrons comment cela évolue. Voilà. Il y a un petit onglet finance qui nous permet de gérer le financement de l'entraînement de l'équipage. Alors oui, tout le jeu est en anglais, hein, par contre. Je préviens de suite. Donc l'entraînement de l'équipage, tout ce qui va être le budget technologique, et ça va être en gros la production de transport, et enfin de navires de transport, et donc améliorer le PIB en gros de notre pays, parce que nous allons permettre à notre économie de beaucoup plus s'exporter, et ainsi de suite, et donc augmenter nos recettes. Voilà. Bon, dans un premier temps, je pars comme ça, le reste on va se mettre à 50%, et on verra une fois qu'on aura créé nos navires ce que ça va donner. Ça, ici, alors bon, c'est pour pouvoir, en gros, c'est la taille de nos chantiers navals. Donc ça, en gros, ce que ça veut dire, c'est la capacité qu'on a en termes de tonnage sur un seul navire à la fois, c'est-à-dire que le plus gros navire qu'on peut produire à l'heure actuelle, il fera 11 000 tonnes, on verra ça juste après, et on peut produire jusqu'à 53 000 tonnes de navires en même temps. Voilà, on a de quoi accueillir dans nos chantiers navals jusqu'à 53 000 tonnes de navires en production, et chaque navire doit faire moins de 11 000 tonnes, enfin 11 000 tonnes maximum. On peut l'augmenter, mais ça coûte très cher, donc pour le moment, c'est pas le sujet. On a un onglet recherche qui est très simple d'utilisation. Pour faire simple, vous avez là donc les catégories, les grandes catégories de recherche, donc tout ce qui va être lié au moteur, tout ce qui va être lié à la coque, tout ce qui va être lié aux questions des armures, du contrôle des canons, enfin le contrôle du tir, le contrôle des dommages à bord après avoir reçu des coups, les guns navals, les canons,
les technologies pour tout ce qui va être munitions, projectiles, etc., les torpilles, les sous-marins, même si c'est très peu développé en 1890, et bien sûr tout ce qui va être tactique navale, par rapport au combat, lié à la quantité de navires qu'on pourra amener dans nos flottes, etc., etc. Toutes ces technologies se recherchent automatiquement, mais elles se recherchent par catégorie. C'est-à-dire que si par exemple je vais sur donc Hull Design, c'est tout ce qui va être donc les coques, si je vais ici, là il me dit que par exemple j'en ai pour 4 mois avant que la prochaine technologie arrive. Il me dit que j'ai déjà tous les navires du 19e siècle de disponibles, donc je vous verrai ça juste après. Et la recherche que nous sommes en train de faire, c'est l'amélioration, en gros, des structures navales. Donc augmenter la résistance, baisser le poids, voilà, améliorer la forme, etc. etc. Ici, par exemple, je ne sais pas, donc le trait n'indique pas encore de mois de recherche. Donc si je clique dessus, il me dit qu'on ne sait pas encore ce que nous sommes en train de rechercher. Ici, c'est des designs pour les croiseurs. Voilà, donc ce qu'il est en train de me dire, c'est que dans 7 mois, j'aurai recherché des designs pour des croiseurs légers de 3500 tonnes. J'imagine que là tout de suite, je dois être bloqué à 3000 tonnes ou 2500 tonnes pour les designs de mes croiseurs légers. Tout ça est automatique, donc c'est le cas pour chaque catégorie, bien entendu. Là, il est en train de rechercher un petit canon, là, il est en train de rechercher un gros canon, vous voyez, il est en train de chercher le 13 pouces. Donc pour le moment, on n'a que des 12 pouces maximum. En petit canon, il est en train de me rechercher les 2 pouces Mark II. Donc on a des 2 pouces Mark 1, des 2 pouces Mark... des 3 pouces pardon, Mark 1. Et il est en train de me chercher des 2 pouces Mark II, donc ils vont venir remplacer celui-là. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne la recherche. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez 3 petites priorités et vous pouvez choisir si vous voulez que certaines choses passent en priorité. Donc, au choix, soit vous allez chercher ceux qui sont les plus éloignés pour leur faire gagner du temps, soit vous prenez ceux qui sont pas très loin d'avoir fini, comme par exemple là, 7 mois, vous appuyez dessus, vous voyez, il passe à 4 mois. Soit vous laissez comme ça, soit vous faites un mix, bon ça dépend, soit vous allez chercher particulièrement quelque chose si c'est ce que vous avez vraiment besoin de rechercher parce que c'est sur ce sujet là que vous êtes en retard. Voilà, moi de manière générale j'essaye d'aller globalement chercher ceux qui sont relativement proches en sachant que les mois que vous gagnez sur cette recherche, vous les perdez ailleurs. Alors par exemple là on a gagné 3 mois, si je l'enlève, vous voyez Rangefinder, on est passé de 31 mois. Hop, je clique, on passe à 35 mois. Voilà, donc c'est une balance à trouver. Moi, globalement, je les utilise. Je vais chercher ceux qui sont relativement proches. Après, voilà, de toute manière, on va tous les chercher. Bon, 2 mois, 1 mois, ça sert à rien, puisque ça va être très rapide. Lui, dans 2 mois, c'est bon. Lui, dans 4 mois, c'est bon. Et là, tout de suite, je pense qu'il n'y a rien d'autre que je vais venir chercher. Peut-être les nouvelles torpilles. Ça peut être intéressant. Voilà. On va aller designer des navires, donc c'est un petit peu, c'est l'une des 2 parties les plus intéressantes je trouve dans ce jeu, c'est faire ces bateaux, et la deuxième bien sûr c'est combattre avec. Donc voilà comment ça se présente, on est dans notre, notre chantier naval. Alors, pour le moment, on est en 1890, donc on n'a vraiment pas beaucoup de choix de base, en fait, de carrosserie de base, entre guillemets, comment dirais-je, de dessin de base pour pouvoir faire nos designs dessus. Mais bien entendu, après, au fur et à mesure du temps, on a une quantité bien plus grosse de bases et les bases sont beaucoup plus modulables que celles-ci. Ça, ce sont les cuirassés les plus gros que nous pouvons faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails d'explication, déjà parce que ça serait super long. Tout est en anglais en plus, mais en gros, voilà, il y a quand même pas mal d'informations qui évoluent en fonction de comment vous designez votre navire. Toutes ces informations sont globalement prises en compte en combat. Voilà. Bon, ici, c'est tout un tas d'autres trucs à modifier. On est en début de partie, donc pour le moment, les modifications, il y en a que très peu, parce qu'on a découvert que très peu de technologie. Donc je vais faire le navire dans ce qui est à mes yeux le mieux, parce que dans tous les cas à cette époque là il faut savoir faire des choix en sachant que les navires sont déjà pas rapides,
Donc voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais réduire en fait la largeur du navire et je vais réduire son épaisseur pour pouvoir l'allonger et ne pas dépasser les 11 000 tonnes que je n'ai pas le droit enfin, que je ne peux pas physiquement dépasser. Voilà, donc le navire s'est allongé, il est beaucoup moins large et il est moins haut aussi. Hein. On voit que le tirant d'eau enfin le trait du tirant d'eau a augmenté et j'ai fait ça pour pouvoir gagner en performance en fait de navigation. Il va prendre plus de roulis, il va avoir moins d'équilibre, etc., etc. Mais je perdrai moins en vitesse par rapport à ce que ça serait si je le laissais dans sa configuration d'origine. Je rappelle qu'en 1890, on est obligé de faire beaucoup de choix. Donc voilà. Ici, dans les choses que je peux modifier, je peux passer la coque en composite plutôt qu'être en acier, en plaque d'acier. On peut améliorer un petit peu les citadelles. Donc ce sont ces parties-là. Le blindage. Voilà, le reste, j'ai aucune amélioration possible pour le moment. Il n'y a rien qui est faisable à modifier. On va lui mettre une tour de contrôle principale. Alors c'est toujours pareil, 1890, on n'a pas beaucoup de choix. On n'a même pas beaucoup de choix dans les positionnements. C'est vraiment... on peut la mettre ici, un peu en avant ou un peu en arrière. C'est tout ce qu'on peut faire. Alors, ici, on va avoir besoin peut-être de ça et ça. Et on va rajouter... ouais, celui-là, ça passe en plus. Alors, je pense qu'on peut faire peut-être un peu mieux. Je peux le... Non, je peux pas le tourner. Dommage. Alors, attends, hop, on va le remettre là. C'est pas grave si il dépasse un petit peu sur l'intérieur. C'est pas gênant. Ok. Parce qu'en fait, plus on met de cheminées et plus on a d'efficience. Et ça, c'est lié aussi à la vitesse. Alors là, on voit, en fait, le mieux, c'est d'être le plus proche possible de 100%, bien entendu. En gros, si vous êtes à 74% d'efficience, ce que ça veut dire, c'est que on va atteindre une vitesse maximale qui sera en gros de 3/4 de 17 nœuds. Parce que là, on lui demande une vitesse maximale de 17 nœuds, mais il me dit que l'efficience réelle sera de 75%. Donc en fait, au réel, on sera à 14 nœuds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de plus bas. Donc par exemple, 15 nœuds. Vous voyez, 15 nœuds, on a 102% d'efficience. Donc, étant 1890, 15 nœuds c'est très faible, mais pour un cuirassé, on va rester comme ça. Je préfère qu'il soit stable à 15 nœuds à 100% d'efficience, plutôt que chercher à lui mettre ne serait-ce que 16 nœuds pour gagner un nœud et en fait perdre en efficience. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Ensuite, au niveau des canons, pareil. On pourrait partir sur du 12 pouces, mais on n'a pas beaucoup de sous avec le Japon, on n'a pas une grosse économie, donc je préfère essayer quand même de réduire les coûts. On est déjà un bateau qui coûte 20 millions. Et puis c'est surtout que sur les premières générations, on est sur des canons qui mettent beaucoup de temps à recharger. Donc je vous laisserai mettre pause pour pouvoir regarder en plus en détail si vous voulez. Mais en gros, le temps de rechargement est de 125 secondes et le prix est de 3,3 millions. Si on retient ça, alors bien sûr la puissance de feu est élevée au niveau des dommages, on est à 788 en HE. Si je pars sur du 10 pouces par exemple, on passe à un coût qui est à 2 millions au lieu de 3,3 millions, donc on est à 2/3 du prix. Et on a un temps de recharge qui est de 87 secondes au lieu de 125. Donc on est aussi en gros à 2/3 du temps de rechargement, c'est-à-dire que si je me trompe pas, on envoie 3 tirs quand... Enfin, le 10 pouces envoie 3 tirs, quand le 12 pouces en envoie 2. Voilà, alors bien sûr, les dommages sont beaucoup moins élevés, mais le prix étant moins élevé, le poids étant moins élevé, le tout étant moins élevé, et étant donné que je ne compte pas faire qu'un seul navire, on va partir sur du 10 pouces dans un premier temps. Dans tous les cas, ce n'est que notre premier design de cuirassé, vous inquiétez pas, il y en aura beaucoup d'autres. Alors, on va les positionner ici. Ici, l'important quand on les positionne, alors là on a encore une fois pas beaucoup de choix. Après, quand on pourra mettre des tourelles absolument où on veut, c'est assez intéressant à faire des variantes pour voir ce qui change.
Mais en gros, ce qui est important à prendre en compte, c'est donc la différence de poids entre l'avant et l'arrière. Donc là, on voit qu'on est à 1,7, un peu trop à l'avant. Et après, c'est le roll et le pitch. Donc en gros, c'est l'assiette du navire et son roulis, entre guillemets, enfin sa capacité à rester stable dans les vagues. Hein. Je suis pas marin, désolé, je connais pas trop les termes. Mais en gros, c'est ça l'idée. Et donc, bien sûr, les tourelles étant très lourdes, si vous les modifiez d'emplacement, vous voyez que les chiffres évoluent. Le mieux étant de ne pas être dans le rouge. Donc, on va essayer de réduire quand même un minimum le pitch et le roll. Si je fais ça, c'est mieux. Après, il n'y a pas trop de problème de poids à l'avant, 2% de plus, c'est vraiment assez léger. Si on peut essayer de réduire les problèmes de tangage du bateau, ça peut être déjà pas mal. Ok, on va mettre des canons en casemate, on va lui mettre du 5 pouces de partout. Je pense que ça passe. Oui, ça passe, on a 10 000 tonnes sur 11 000, quelques torpilles. Hop, hop. Voilà, et on est à 10 166 tonnes. Alors, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Le quartier, ouais, on va lui rajouter quelques petits canons. Si je veux mettre du 4 pouces, il me dit quoi? 4 pouces, il me dit non. Partout. Ah, peut-être là, est-ce qu'il enlève les... Non, je pense pas qu'il puisse enlever cela. Non, il peut pas. 3 pouces. J'ai les emplacements pour le 3 pouces. Donc on va lui mettre quelques canons de 3 pouces en plus. Tac. Ici, on est à 10 367 tonnes. On peut améliorer les tourelles. Ici, on a une amélioration de rechargement. Ça non. Alors on va essayer de prendre un peu de tout. Et des obus un peu plus gros. Globalement, ils font un peu plus de dégâts. Vu qu'on est sur des 10 pouces. Bon, les données sont pas très bonnes, hein, bien entendu. On a pris beaucoup de poids à l'avant en plus. Mais voilà, on est en 1890, donc dans tous les cas, on fait avec ce qu'on a. Voilà notre cuirassé. Donc de la classe Shinsoku. Donc ça va être un petit peu le maître de notre flotte pendant quelques temps. Il va avoir des sister ships, hein, bien entendu. Je pense qu'on va en produire au moins 2, peut-être 3. On va voir ce qu'on fait. Et potentiellement, il sera amélioré au fur et à mesure du temps ou produit sous une nouvelle classe en fonction de comment ça évolue. Voilà, donc on va sauvegarder ce design. On va lui créer des navires d'accompagnement. Alors, on pourrait faire un design de chaque. On n'a pas besoin pour le moment, surtout que dès le début de la partie, en fait, la partie évolue assez vite au niveau des designs, donc ça sert à rien de trop se prendre la tête. On va faire un cuirassé et on va l'accompagner avec des croiseurs légers et des petits navires torpilles. On va faire très simple. Ça va être vraiment des petits moustiques qui vont aller chasser les navires lourds ennemis. Ils vont vraiment être des kamikazes. Ça tombe bien, ils ont le drapeau qui va avec. Ils vont vraiment chercher à aller couler des navires de guerre en se rapprochant le plus proche possible d'eux et en les attaquant à la torpille. Eux serviront d'écran. Nos croiseurs légers serviront d'écran. On va les équiper de canons de 5 pouces et ils seront là pour protéger en fait les cuirassés qui resteront eux à une plus grande distance pour faire du tir à longue distance. Ok, pour eux on va faire la même chose, hop, que celui d'avant. Le déplacement maximum il est de 3000 tonnes. Et on a vu tout à l'heure je t'ai promis 500, on a vu tout à l'heure la recherche était pour passer sur des croiseurs légers de 3500 tonnes. Donc effectivement, on va produire quelques croiseurs légers en 3000 tonnes maintenant. Et peut-être qu'au final, ceux qu'on va avoir de cette catégorie-là, on n'en produira pas d'autres après, tout simplement parce qu'on produira des 3500 tonnes. Donc peut-être qu'on va produire que, je sais pas, 4 ou peut-être 6, une série de 6 navires de celui-là, et on recréera de suite un design derrière d'ici quelques mois, avec de nouveaux croiseurs légers plus lourds. Bref, pour le moment,
on remet les mêmes technologies que pour le cuirassé, vu que c'est les seuls qu'on a de disponibles. Et on va l'équiper. Alors ça va être vraiment une canonnière, hein, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est. Enfin, dans l'esprit, hein, d'une canonnière. Dans le sens où je vais vraiment essayer de lui mettre des canons de partout. On va lui mettre hop, ça. Ça, et allez, une troisième, je pense que ça passe. Ouais, je pense que comme ça, c'est bien. Ok, canon de 5 pouces. Hop. Alors, attends. Hop, on va se rapprocher un peu. Ok, nickel. Et là aussi, parfait. Vous avez, ouais, vous avez un bel angle de tir. Et vous pouvez tirer à l'arrière et sur les côtés, il n'y a pas de souci. C'est nickel. Ici, j'en veux, hop, 2 de plus. Et je vais en caler 2 à l'avant aussi. Voilà. Et vous là. On va attendre que les petits bateaux disparaissent. Hop, nickel. Ouais, c'est nickel. Ok. Ensuite, on lui rajoute, donc du coup, niveau vitesse, alors 20 nœuds, 63% d'efficience, donc nos cuirassés vont à 15 nœuds, donc ça va pas servir à grand chose d'aller beaucoup plus vite. On va chercher 18 nœuds, 110% d'efficience, d'accord. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'augmenter un petit peu la vitesse? Ce sera toujours mieux en combat. Ou alors essayer d'enlever une cheminée, ou partir sur des cheminées peut-être moins performantes. Plus 9... Plus 8. Mais après, est-ce qu'elles sont moins grosses? Je sais pas. Ouais, non, on dirait pas. Après la même place. Pratiquement la même place, on dirait. C'est un endroit où je peux... Bon. On va rester comme ça. On va lui mettre, hop, des petites torpilles sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Des petits canons en casemate. Tac. Est-ce que je peux lui rajouter quelque chose? De toute façon, on a de la place. Alors, pour le moment... ouais, non, ça, c'est fait. Ici, la protection des canons. La citadelle, ouais, c'est déjà fait. On va améliorer les quartiers. Est-ce que ici... C'est quoi, l'autonomie? Ah, il me donne pas l'autonomie. C'est quand même quelque chose d'important. Bon, tant pis. 2800 tonnes pour 3000. Je pense qu'on est pas mal. On pourrait peut-être se rajouter à la limite un 4 pouces quelque part. On a l'air d'avoir des emplacements. Ouais, non, là ça passe pas. Là ça passe. On met un de chaque côté. Ici non. Non. Pourquoi pas? Bel angle de tir sur tout le côté. Donc si jamais il y a quelque chose qui s'approche de près, pour aider les canons. Bon, après vous allez me dire, on a des 5 pouces qui sont là. Hein, mais aussi, hein, c'est juste le calibre du dessus. Mais écoutez, on va rester comme ça. Je pense qu'il est bien. 18 nœuds 4. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu? Ouais, 2930 tonnes. On est bien. Ah si, attendez, 2-3 trucs qu'on peut faire. Ça. Standard ratio. Standard ratio. Et heavy. Alors. Pas grave. On va réduire un tout petit peu ici. Voilà, on reste à 2932 tonnes. Alors c'est plus ou moins, hein, c'est du théorique, hein, 2932, parce que vous allez voir, des fois, deux navires de la même classe peuvent être à 2009 et l'autre à 3000, 3150 ou 3200 tonnes. Ça dépend un petit peu des fois, mais c'est pas gênant. Ok, lui, il reste comme ça. Hop. Et on va faire un nouveau design de petit navire torpilleur. Alors, hop, même chose. Pour lui, même tarif pour tout le monde. Je crois qu'ici, la limite, c'est 275. Nickel, 275 tonnes. Hop. Toi, on te met ça. Ici, est-ce que le 4 pouces, ça passe? Oui, ça passe, c'est nickel. Ça, c'est plus 5, mais ouais, mais c'est gigantesque. C'est absolument gigantesque. Je peux même pas mettre de torpille si je le sens.
après vous allez me dire que 2 standards prennent moins de place qu'une dual. Bah oui. Ok, bon, c'est pas du tout rentable. Alors, à moins que là-dessus, on peut poser quelque chose après, un canon ou quelque chose. Peut-être que c'est pour ça. Non, même pas. Et en fait, aucun intérêt à avoir ça. Ok, bon, on va rester sur de la standard du coup. Est-ce que je peux la coller un peu plus? Si j'en mets 4. Bon, 29 nœuds, c'est peut-être too much. 24 nœuds déjà, 81% d'efficience. Si je rajoute une standard, on passerait à 102. Pour 24 nœuds, ça serait un minimum. Mais ce qui m'embête, c'est que là, niveau torpille... Ouais, je peux en mettre 2. Bon, ça fait quand même... beaucoup de navires pour peu de torpilles, quoi. Comment je fais ça, moi? Ça m'embête. Ça m'embête parce que descendre en dessous de 24 nœuds, ça m'embête. Bon, si je fais ça, je passe à 4 torpilles, on est déjà plus crédible. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va passer à côté d'un navire, il aura 2 chances, en fait. Avant de se faire détruire, globalement. C'est globalement comme ça qu'il faut le voir. S'il arrive à s'approcher du navire sans se faire détruire avant. Ok, on va partir là-dessus. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Le reste n'a pas d'importance. Tout ça, il n'y a rien. Peut-être augmenter le nombre de... Ouais, je peux pas, c'est trop lourd. Bah, on va augmenter ça, du coup. Quitte à augmenter quelque chose. Peut-être ça aussi, voilà, 270 tonnes. On va rester une efficience à 80%. Ça m'embête de baisser, mais 22 nœuds, ça donne quoi? Ouais, 22 nœuds, je suis à 102. 22,5, allez, 23 nœuds, on coupe la poire en deux, je me dis 90% d'efficience, c'est bien. Bon, après, ça fait un 22 nœuds 100%, mais bon. Allez. On part sur 22 nœuds comme ça. Ok. Bah, ça, c'est fait. Hop, design sauvegardé. Donc, on a nos 3 types de navires que nous allons produire dans un premier temps. Et ouais, donc après cet onglet, c'est l'onglet de la flotte, mais du coup on l'a pas encore, et l'onglet des sous-marins, mais nous n'en avons pas encore. Donc, alors, combien j'ai de sous? Concrètement, j'ai 138 millions, mais ça va me coûter cher tous les mois. Déjà, j'en dépense la moitié dans 2 cuirassés. Voilà. Ces 2 cuirassés, on va leur donner 8 croiseurs légers, 4 chacun. Et on va leur donner un... 8 torpedo-bots chacun. Ça ne pas des très grosses marines non plus, mais bon, dans un premier temps, on va partir là-dessus. Donc, il faut 16 pour 12 millions. Niveau des sous, on en est où là? Il nous reste 23 millions. Ouais, on va faire 2 millions de pertes par contre par mois. Bon, ça, on verra après. 23 millions d'avance, ça nous laisse un peu de temps. Et je pense qu'on va mettre tout le monde à ça, c'est beau. On va faire qu'une seule grosse marine. Ouais, peut-être 2 quand même. Quoique, je vais faire qu'une seule grosse marine, ça c'est beau dans un premier temps, et peut-être que en fonction de comment ça va évoluer quand on lancera la partie, je produirai une nouvelle marine que j'installerai à Maizuru, je pense, ou Yokosuka. Tokyo, ouais, Tokyo, il y a 34 000 tonnes. Bon, après, les navires sont pas non plus... Les navires sont pas très lourds encore, hein. 10 000 tonnes, ça reste 11 000 tonnes pour les plus gros de ce que j'ai. Ok, bon. Du coup, toi, tu... Alors, toi, et du coup, là, j'en ai dit combien? 1, 2, 3, 4 chacun. Allez, c'est quoi? Hop. Je mets tout le monde dans le même port. Vous avez tous... Ah, ça, c'est beau.
Voilà, une seule marine pour le moment. On verra après, une fois que la partie sera lancée. Donc, tac, tac, tac. Au niveau des finances, on va rester pour le moment sur une perte de 2 millions par mois. On va voir ce que ça donne une fois qu'on aura lancé le premier tour en rafraîchissement. Les Chinois, ils ont quoi là comme navire? Ouais, 3 cuirassés, 14 croiseurs lourds, 18 croiseurs légers, 21 torpilleurs. Après, bon. Je pense pas que ce soit forcément du bon navire qu'ils ont. Et les Russes, 6 cuirassés, 17 croiseurs lourds, 22 croiseurs légers, 27 torpilleurs. Bon, ça va pas être de la tarte non plus. Écoutez, on va quand même appuyer sur ce bouton. Tac. Voilà, donc notre flotte active. On a ces navires, ils sont assez beaux. Ouais, on a largement la place. Donc on a une flotte. Assez beau. Et on est sur une perte de 3 millions de dollars par mois pour le moment. Mais je veux maintenir la production de navires de transport au maximum, histoire qu'il y ait qu'on augmente la capacité au maximum, en fait, ici là, de l'économie. Parce que en gros, mon principal revenu en tant que, enfin mon principal, comment dirais-je, mon principal budget, en fait, mon budget, le budget de la marine, est un pourcentage du PIB du pays. Donc plus on dépense d'argent pour améliorer le PIB, plus le PIB s'améliore, plus notre pourcentage qui dépend de ce PIB s'améliore. Donc dans un premier temps, c'est quand même bien d'essayer de produire au maximum des navires de transport pour, comment dirais-je, participer au maximum à l'effort qui nous est demandé. On verra ce que ça donne par la suite. On est à 46 millions, d'accord? Voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation, enfin pour ce premier épisode. On lancera la partie du coup réellement, donc on lancera le premier tour lors de l'épisode 2. Mais voilà, je sais pas exactement comment je vais faire cette série. Potentiellement, je ferai pas mal de coupures au niveau des parties sur la carte, parce que bon, c'est du tour par tour. Pas très joli. Alors, on voit les flottes se balader, vous verrez. Mais à part ça, bon, c'est quand même pas, voilà, c'est pas à se taper le cul par terre, comme dirait l'autre. Donc bon, je ne suis pas certain de filmer vraiment toutes les parties sur la carte et laisser tourner du tour par tour en fait pendant des dizaines de minutes entières. Voilà, écoutez, j'espère que cette découverte vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très content de vous présenter ce jeu sur la chaîne. Ça s'appelle Ultimate Admiral Dreadnought. Et c'est quand même un bon petit jeu pour ceux qui aiment les batailles navales. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. C'est le plus important pour la chaîne. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis ciao ciao.